Bon, écoutez, je pense qu'on peut y aller. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Arnaud Morvillier. Je suis architecte solution sur le cloud provider Microsoft Azure. Et je suis fondateur de la société Grouna. Donc, en fait, c'est une petite société qui regroupe plusieurs experts sur le cloud Azure, mais pas seulement. Voilà. Donc, comme je le disais en introduction tout à l'heure, l'idée c'est de partager entre nous différents sujets que vous souhaitez aborder, des problématiques que vous pouvez avoir ou des interrogations qui tournent autour des sujets Azure. Euh, donc, euh, donc voilà, est-ce que l'un d'entre vous déjà a une question? Alors l'idée c'est que celui qui souhaite intervenir se présente, donne son profil, son type de poste, et puis qu'il peut ensuite partager ou poser sa question comme il le souhaite. Voilà, donc moi, à la rigueur, si. Ouais, vas-y, Imad. Donc, Imad Bensi Saïd, je suis architecte cloud, spécialisé en Azure. Moi, j'ai une question qui est pas vraiment technique, mais voir le retour d'expérience de tout le monde sur l'évolution du marché sur le cloud. Je veux dire par là, c'est quelle est la tendance actuelle des sociétés? Est-ce que quand ils migrent vers le cloud, est-ce qu'il y a plus de projets de migration, shift and lift, ou c'est des migrations pure code, où on revoit toute l'architecture? Juste pour voir l'avis des autres, le retour. Après, je sais pas si le sujet est technique ou on peut parler même de Tu parles de c'est ce que ouvert. tu veux. Non, c'est ouvert. Alors moi, si je peux amorcer une réponse à ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises euh, décident de partir dans le cloud, alors que ce soit Azure ou un autre d'ailleurs, hein, il n'y a pas de, Mhm. il n'y a pas de sujet à évoquer les autres. Rares sont les entreprises qui basculent l'intégralité de leur charge de travail dans le cloud. Pourquoi? Parce que ça nécessite déjà un temps, un temps énorme, et Prend beaucoup de temps. forcément, qui dit temps va dire de l'argent, parce qu'il va falloir adapter, même si on ne part que sur de la simple machine virtuelle, il va falloir adapter les charges de travail, les interconnexions entre les différents services, les différents composants d'une application, ou plusieurs d'ailleurs, hein. Donc, je pense qu'elle commence avec un pied en testant un service, par exemple une application pilote qui permet de voir si le cloud leur permet je sais pas, d'accélérer les temps de livraison, leur permet de réaliser des économies, d'augmenter la sécurité ou quoi. En tout cas, je pense qu'elles y vont à tâtons au début, et en fonction de leur cas d'usage, soit elles continuent dans cette voie, soit elles se disent, écoute, peut-être qu'on n'a pas les capacités en interne, nous, pour gérer et monter en compétence sur un nouvel environnement qui est le cloud. Ouais, Après. effectivement, hein, parce qu'en plus, ça reflète pas vraiment la puissance de cloud pour moi, hein. Parce que moi, je viens du monde un peu du dev Hmm. et je vois que faire de la VM, ça reflète pas vraiment la puissance du cloud, tout ce qui est serverless. Et tant qu'ils n'ont pas testé ça, ils peuvent pas savoir s'ils peuvent aller loin ou pas. Mais écoute, je partage complètement. C'est Ouais, c'est ça qu'aujourd'hui, là. si tu vas sur le cloud pour utiliser de la VM, c'est que bah, c'est pas forcément le meilleur cas d'usage, hein. Et c'est On pas est en d'accord. plus là que tu vas faire des économies, parce que bien souvent, Exactement. tu vas devoir. Je parle pour les environnements de prod parce que tu es obligé de les. Enfin, en général, Mm. ils sont allumés, enfin disponibles 7 jours sur 7, à l'inverse des autres environnements. Mais c'est vrai que c'est pas là où tu fais le plus de. Enfin, que tu exploites pas les capacités du cloud en tout cas. Ça me permet même pas de se projeter. C'est ça que c'est là où je voulais avoir l'avis de, un peu, on avait l'avis de tout le monde, hein. Si je peux Très Après, bien. compléter, si, oui, vas-y, je t'en prie. en fait, je me présente, c'est Imad Dakir, je suis architecte cloud dans une multinationale. Juste pour compléter Imad, ça peut être en fait la première étape, c'est migrer vers des VM, tout ce qui est lift and shift. Ça facilite la transition vers le cloud. C'est pas nécessairement migrer
des serveurs directement vers des services PaaS, mais ça peut faciliter la transition parce que généralement les clients sont pas confiants pour aller directement vers le cloud. Ça peut être une première en fait étape de migrer vers du IaaS et puis au fur et à mesure que il y aura l'adoption en fait du client par rapport le cloud, certainement il y a plusieurs avantages, plusieurs bénéfices. Ça peut transiter vers des services full pass, serviceless, tout ça, mais pour moi c'est la première étape. Mhm. Je Ouais, vais c'est reprendre la suite. quoi. Mm. Du coup, en fait, moi, je voulais juste donner mon avis plutôt personnel en fait sur la question d'Imad. Donc, en fait, moi, je suis Souleymane Fofana et j'interviens en tant que consultant cloud au sein de la société Goruna. Et en fait, je pense que oui, on voit une évolution du cloud parce qu'effectivement, il y a par rapport à 10 ans, beaucoup d'entreprises en fait migrent vers le cloud. Je pense que par souci de complexité, même ça peut être une solution, je pense, viable dans le temps. Et même à l'avenir, je pense que au niveau de la projection, elle est flagrante. Parce que quand on regarde les chiffres des entreprises en fait qui migrent dans le cloud, elle est plutôt en fait dans une constante qui monte en fait. Et donc ça peut dire, enfin ça donne à peu près une évolution de cette technologie-là dans le temps, je pense, qui est plutôt pérenne par rapport à des architectures qui sont aujourd'hui chez le client parce que pour plein de raisons, des raisons de confidentialité, et même quand on prend des services comme Kubernetes, le déployer dans le cloud, c'est beaucoup plus pratique que de le déployer sur un service on-premises, quoi. Donc je Ouais, c'est pense sûr. que on est plutôt sur une tendance qui va continuer à évoluer et et du coup les entreprises vont continuer à suivre cette tendance-là. Donc, il y aura une deuxième vague, il y aura plus de projets peut-être modern apps, on va dire, Euh, dans le marché. Hein. Ok. Tout à fait. Et même par souci de complexité, sur des services Docker, de containerisation ou des trucs comme ça, je pense que c'est beaucoup plus simple de gérer ce genre de services sur cloud. Par exemple, quand on prend un service comme App Services, aujourd'hui, t'as juste à déployer ton application dessus et derrière toute la complexité des conteneurs et tout, t'as même pas à le gérer, quoi. Donc je trouve que Ouais, c'est ça. c'est hyper pratique. Les Azure Functions, il y a plein de Mm, services où ça peut coûter moins cher en plus. tout à fait. Mm. Et pour un peu confirmer cette tendance, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont engagées dans le cloud, alors je vais parler plus spécifiquement d'Azure parce que c'est celle que je connais le mieux, enfin Microsoft, c'est qu'aujourd'hui, ils mettent les moyens financiers d'une part, mais aussi techniques pour accompagner les entreprises Mm, dans leur journée to the cloud, comme on dit en anglais. Donc, on a des solutions comme Azure VMware qui va permettre de pouvoir migrer des charges de travail présentes sur des ESX dans Azure. On a également Azure Stack qui va permettre de déployer, enfin Azure Stack HCI, de déployer de l'Azure, des composants Azure au sein d'un environnement privé. On a la solution Azure Arc qui va permettre de centraliser, de piloter un petit peu à la fois les ressources déployées dans le cloud, mais également les ressources déployées on-prem. Et donc, on voit que si des entreprises comme Microsoft mettent ces moyens-là, c'est vraiment que on sait que les clients partiront à un moment ou à un autre dans le cloud et les accompagner de cette manière fait qu'ils y vont déjà d'une part plus rapidement, mais également plus facilement parce qu'ils sont accompagnés par les différentes équipes de Microsoft et les différents services qui leur sont mis à disposition. Tout à fait. Ouais. Alors, par contre, moi, j'ai une question. Du coup, je vais rebondir en fait sur la question d'Imad. C'est par rapport en fait au coût dans le cloud, parce qu'effectivement, bah, il y a à peu près 3 ans, quand j'étais encore étudiant, bah en fait la question se posait parce qu'effectivement, apparemment, aujourd'hui, la gestion des coûts des cloud providers elle est un peu libre. Et je voulais savoir, vous, à votre avis, est-ce que ces coûts-là, en fait, auront tendance
à augmenter ou plutôt à baisser selon vous? Tu veux dire les coûts des serveurs ou enfin Oui, les coûts les de... coûts des services Ouais. dans le cloud. Alors, je me permets encore de répondre, hein, j'abuse, mais euh, je pense qu'on fera un peu comme ce qui a été fait sur la téléphonie mobile en France lorsque Free est arrivé, c'est que on va avoir une baisse des prix sur des services, je ne vais pas dire qui ont peu de valeur ajoutée, mais je pense notamment à la VM ou à des services assez simples d'utilisation, où les prix, le stockage par exemple, où les prix ont tendance à baisser quels que soient les fournisseurs. En revanche, sur les services à plus haute valeur ajoutée, là, je pense que les prix ont tendance à augmenter parce que justement, d'une part, ce sont des services qui sont en général managés par le fournisseur et qu'il y a derrière une réelle expertise pour fournir un service à haute ou à valeur ajoutée en tout cas. Donc, je pense qu'on va avoir des services dont le prix va, alors ça va pas être en chute libre non plus, hein, mais qui vont avoir tendance à baisser quand d'autres vont avoir tendance à faire un petit peu le chemin inverse. Enfin, c'est Mm. mon avis, après je sais pas si vous partagez cet Après, avis je ou pas. pense il y a une dimension aussi de côté, on va dire, côté économie business. On est dans une période où il y a de l'inflation, les matières premières, on voit que les prix augmentent. D'ailleurs, il y a l'exemple de UK. J'ai vu que le Cosmos DB, ils ont arrêté le déploiement du nouveau Cosmos DB parce qu'il y a un problème de processeurs. Ils ont pas de matières premières en fait Ok. du coup, ça peut peut-être augmenter les coûts à une Voilà. période, hein, on sait pas. Il y a le coût Mais de tout dépend l'énergie, pas, je pense, avec la situation économique. Pardon. ouais, il y a le coût de l'énergie, de l'électricité. Exactement Il y aussi, a ouais. OVH qui va augmenter ou qui a commencé à augmenter ses tarifs. Et j'ai vu sur LinkedIn, il y avait, j'ai pas lu l'article, mais apparemment il y a quelqu'un qui se posait la question de s'il souhaitait ou pas, s'il allait ou pas couper son data center, quoi. Voilà. Donc, ouais, il y a des problématiques de coût au niveau de l'énergie, en tout cas, qui se posent déjà, hein. Voilà, donc tout ça, je pense, ça peut impacter certains services, hein, bien sûr. Il y a aussi, je peux ajouter tout ce qui est en fait personnalisation des services. Si vous installez en fait, prenons l'exemple une VM, vous installez par défaut, vous utilisez une taille de VM par défaut. Voilà, il faut sizer en fait par rapport à votre besoin, par rapport pour optimiser le coût. Donc vous avez le coût du stockage, la taille de VM, le type en fait SKU. En fait, il y a plusieurs éléments qui vous permettent de mieux gérer le coût sur le cloud. Il faut pas en fait penser que le cloud, vous allez optimiser le coût en comparaison tout ce qui est infra en prime. Il faut faire cet exercice, c'est un exercice d'architecte pour sizer en fait, si on reste sur VM, même les services serviceless, les Azure Function, vous pouvez donc utiliser la consommation, le coût par consommation. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte pour sizer les services sur le cloud pour optimiser le coût par rapport à une comparaison, tout ce qui est on-prem. Ok. Mm. Merci beaucoup. Ça marche. C'est vrai. Et enfin, que ce soit Azure ou d'autres, proposent des services comme les réservations qui permettent de s'engager sur 1 an ou 3 ans afin de faire baisser le coût des services, ou les hybrid benefits qui permettent de porter des licences de type software assurance par exemple, et de pouvoir utiliser ces licences dans le cloud. Donc effectivement, il y a des leviers en tout cas qui permettent aujourd'hui de diminuer la facture euh, de vos ressources déployées dans le cloud. Après, il ne faut pas rêver, ça ne divisera jamais votre facture par deux. Et quand je parle des réservations, comme je l'ai expliqué, on s'engage sur 1 an ou 3 ans, donc il faut évidemment que le service sur lequel vous allez apposer une réservation, vous ayez une visibilité au moins égale à la durée d'engagement. Sinon, vous risquez de perdre de l'argent si
au bout de 6 mois, vous décommissionnez votre service, mais que derrière, vous avez pris une réservation sur 3 ans, quoi. J'ajoute aussi, Arnaud, tout ce qui est, par exemple, si on prend l'exemple des VM, si tu utilises, je ne sais pas, du type Spot, Hmm. ça va être moins cher que vous utilisez donc une configuration un peu standard. Il y a aussi le type de contrat avec Microsoft. Si tu as Enterprise Agreement, c'est pas pay as you go. Il y a plusieurs éléments qui jouent sur cette question coût. Donc, il faut Tout à fait. prendre le tout pour essayer de faire. Je sais que c'est un exercice qu'il faut faire à l'avance avant de déployer ou commencer votre projet, de faire l'exercice en amont avant de migrer un projet en cloud vers, peu importe, Azure, GCP ou AWS. Tout à fait. Et je rajouterais même que il faut pas que l'aspect financier soit le seul critère pour partir dans le cloud. Parce que, Mhm. comme on l'a dit, c'est pas forcément toujours moins cher. Et que bah, si derrière c'est ton seul, si ta seule volonté est de faire des économies, pas sûr que tu partes avec de bonnes bases sur l'adoption d'un cloud, d'un cloud provider. Ok. Après, il y a tout un investissement hein, au niveau compétences. Il n'y a pas que, enfin, il y a pas que la dimension financière, comme tu dis. Hein. Faut avoir une culture aussi. Bon, ça vient avec le temps, mais D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Je me souviens, ouais. il y a quelques années, j'avais été faire une formation chez un de mes clients euh, à Rennes, et donc il y avait quelques personnes, je sais pas, ils étaient peut-être une dizaine dans la salle, et c'était une formation, enfin présentation plutôt d'Azure dans sa globalité. Et je me souviens d'avoir en face de moi un mec qui avait allez, peut-être 25 ans, et de mémoire, il travaillait sur la partie réseau. Donc il était peut-être admin réseau ou ingé réseau, enfin je me souviens plus. Et le mec s'inquiétait parce il pensait que d'ici quelques années, il n'aurait plus de ses compétences en fait ne seraient plus reconnues. Et c'est là que je me suis dit, enfin je lui ai dit d'ailleurs, on est aujourd'hui, on évolue aujourd'hui dans un monde qui évolue, mais alors je vais pas dire tous les jours, mais qui évolue très rapidement. Rapidement, c'est sûr. Et je concevais pas, je suis peut-être un peu étriqué, avec un esprit un peu étriqué, mais je ne concevais pas qu'un mec de 25 ans ait peur de cela, parce que en choisissant l'IT comme voie professionnelle, tu peux pas dire, écoute, je ne sais pas ce qui va se passer ou j'ai peur pendant 5 ans. Tu peux avoir peur, évidemment, parce que comme ça évolue. Par contre, il faut avoir toujours cette volonté de d'apprendre. Et je pense que ceux qui sont un peu réfractaires aux nouvelles technologies ou le fait de rester cantonné à un petit domaine d'application, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué pour eux, quoi. Donc Tout à fait. effectivement, la C'est sûr. partie évolution et l'investissement en fait sur les gars, c'est effectivement quelque chose qui est à prendre en compte aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Hein. C'est pour ça que les consultants, ils doivent se prendre comme un produit. Et à chaque fois, il faut qu'ils upgradent des features. Avec, Complètement. faut le voir comme ça. Hein, et, parce que ça va évoluer et faut suivre les tendances. Sinon, il y aura une sélection naturelle qui va se faire, hein, de toute façon. Mais c'est Ouais, clairement ça. C'est clairement ouais, ça. ouais, c'est ça. Alors, j'ai rien pour. C'est absolument pas péjoratif ce que je vais dire, mais je pense aux gars qui, il y a quelques années, étaient experts sur les technos Exchange ou SharePoint. Ben, ces mecs-là, s'ils n'ont pas pris le virage cloud sur la quantité de gars qu'il y avait, je pense que il y en a une paire qui sont restés sur le carreau s'ils n'ont pas choisi la voie d'évolution, quoi. Mm. Ah, mais c'est sûr. Il n'y a pas que Bonjour tout l'IT. le monde. Hello. Hello Après, Brian. je pense que cette inquiétude-là, moi, je pense que je l'ai ressenti aussi, même
euh, en tant qu'étudiant, en fait, où on disait qu'effectivement, il y aurait des métiers qui vont disparaître, comme admin système ou des trucs comme ça. Effectivement, après une expérience dans le cloud, en fait, on se rend compte que ben, c'est une continuité, en fait. C'est juste, il faut rajouter cette casquette aux nombreuses casquettes en fait qu'on a déjà et après bah le reste ça reste en fait du système derrière donc tout à fait. Exactement. On Que est, tu, que tu fais de l'admin d'une VM on-prem ou de l'admin d'une VM sur du cloud, hein, ça change pas vraiment la façon tout à fait. d'administrer, hein. Peut-être Mm, l'accès qui se fait un peu différemment, mais sinon, il n'y a pas grand changement non plus, hein. tout à fait. Alors bonjour tout le C'est monde, clair. c'est Ibrahim. Moi, je voulais juste en fait réagir un peu sur le sujet des coûts. Ce que j'ai remarqué sur toutes les sociétés en mission, c'est que en fait l'approche FinOps toujours n'est pas en fait il n'est pas intégré dès le début de passage au cloud. Ça pour moi c'est une grosse faute parce que l'architecte, c'est vrai que ou le consultant cloud va en fait faire de son mieux de minimiser les coûts et tout, mais aussi en fait il a un but, c'est d'assurer que l'application tourne à 100%. Peut-être qu'il va se focuser sur des trucs techniques que ça va lever un peu la note en fin de mois, que ça va pas plaire aux clients. Pour moi, je pense que ça doit être un truc dès le début, en fait, un passage de migration vers le cloud. Bah, ça demande que quelqu'un de FinOps soit là dès le début du projet et qu'il donne ses conseils et ses recommandations. Et ça, on ne le voit pas dans le terrain dès le début d'un projet. T'as raison, parce que je me souviens d'une courbe d'adoption des technos émergentes dans lequel on voyait que quand tu avais une techno en fait qui émergeait, tu avais un gros pic d'adoption, et derrière, tu avais une grosse descente, et tu as souvent cette courbe au niveau du cloud. Pourquoi? Parce que les gars déploient, et au bout d'un moment, ils reçoivent une facture, et la personne en charge de payer les factures dit hop, 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 tu m'arrêtes ça, ça coûtait, tu nous avais pas vendu ça comme quelque chose de très cher. Du coup, on va réduire en tout cas la voilure, et c'est pour ça que de nombreuses entreprises du coup retournent, ou en tout cas arrêtent leur projet de migration sur le cloud, parce qu'à un moment ils n'ont pas su gérer les coûts, et comme tu le dis, ils n'ont pas dès le début impliqué les personnes euh, sur ce type de sujet, et c'est malheureusement bien dommage. Et c'est d'autant plus vrai parce que effectivement souvent l'approche FinOps comme tu dis en fait il n'est pas du tout intégré au projet. Et du coup, justement, la surprise, c'est à la fin du mois quand tu reçois ta facture qui est énorme. Et c'est très dommage. Et même, je dirais même, enfin, je parlerais même aussi de la partie SecOps qui est encore plus importante et qui n'est pas souvent intégrée en fait au tout début. Et c'est juste à la fin, quand on a des problèmes, qu'on se dit, ah merde, bah, on aurait peut-être dû penser à la sécurité, ce qui est très, très dommage sur plein de projets cloud. Je suis 100% d'accord. Aujourd'hui, l'aspect DevSecOps, on en est pour la plupart des entreprises très loin, parce que ça nécessite forcément de l'expertise supplémentaire. Alors, on ajoute déjà du dev, on ajoute de l'ops, et en plus, il faut ajouter de la sécu dès le démarrage des projets. Ça commence à faire beaucoup quand même. Mais effectivement, il vaut mieux euh, aborder ces sujets-là dès le début plutôt qu'à la fin, lorsque tu as déployé l'ensemble de ton infrastructure. Et on voit qu'il y a des trous ici, 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 Mm. ici, et la remédiation va te coûter une blinde, parce que tu n'as simplement pas pris en considération des règles de base, ou alors pensé à certaines règles de sécurité qui auraient dû être suivies, quoi. Après, il y a un autre problème aussi, enfin, surtout chez les grands groupes, je pense qu'ils ont du mal à adopter la culture DevOps. Ça va être facile pour les startups, mais pour les grands groupes, pour changer toutes les mentalités, je pense que ça va prendre un peu de temps quand même, hein. Parce
que il y a tous les process qui sont rigides. Voilà. Je pense que ça joue énormément aussi, hein, sur. Exactement, exactement. C'est c'est d'ailleurs plus la culture, alors hormis la technique, parce que la technique, c'est quelque chose qui se met en place assez facilement. Par contre, Mm. tout l'aspect, enfin, la culture, quoi, comme tu le disais, simplement Ah, la culture et se dire, tiens, il faut changer nos méthodes de travail. Mais ça a commencé déjà avec avec le moyen de paiement, enfin la manière dont le cloud facture les clients. Avant, ils budgétisaient, si tu veux, un ouais. budget pour l'année en se disant, écoute, moi, pour Mm. mon infra, pour mon IT, il me faut ça. Bim, voilà. Comme ça, je sais ce que j'ai à demander pour mon budget en fin d'année, sauf que ben, aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Donc, Bah oui. Du coup, c'est compliqué. ah, ah, c'est sûr. T'as oublié d'éteindre une VM, C'est ça. c'est parti, hein. Ah, Non, c'est non, mais sûr. c'est un peu fou, mais bon. Ouais. Heureusement d'ailleurs que les boîtes évoluent, hein. Ah oui, oui, ça va venir, bien sûr, hein, ça va venir, hein. Euh, Non, c'est plutôt encourageant d'ailleurs qu'elles investissent sur ce type de, enfin qu'elles investissent, mais qu'elles prennent en considération ce type de changement. D'autant plus que, encore une fois, les grosses entreprises super structurées n'ont pas forcément les dernières compétences des gars avec les compétences sur les dernières technos, parce que bien souvent, ce sont des gars qui font, je sais pas, je reprends mon exemple de SharePoint tout à l'heure, qui font du SharePoint depuis une paire d'années et que leur intranet, par exemple, est sur du SharePoint et que ça fonctionne très bien comme ça. Donc, pourquoi investir sur une autre techno? Je pense sur la conteneurisation, par exemple. Pourquoi investir sur la conteneurisation si aujourd'hui ça fonctionne bien comme ça? Donc, c'est vrai. d'ailleurs, pourquoi Après, investir? Et une question, bah oui. pourquoi investir sur la conteneurisation? Moi, pour rien vous cacher, On- aujourd'hui, je suis chez un client et il y a une équipe qui est censée un petit peu leader les nouveaux projets, les nouvelles initiatives. Et j'entends souvent conteneurisation, conteneurisation, conteneurisation. J'ai rien contre la conteneurisation personnellement, même si j'en fais assez peu parce que tout simplement je suis sur d'autres périmètres et que j'ai pas forcément l'expertise sur la conteneurisation. Mais j'entends souvent ça et ça a un peu de mal à se mettre en route parce que ça nécessite quand même une petite expertise. Alors, on voit que sur Azure, tu as des services comme AKS, comme ACA, enfin, sur Azure Container Service, sur Container Apps, du conteneur instance, qui permettent de faire de la conteneurisation, mais pourquoi partir sur de la conteneurisation aujourd'hui? Alors moi, j'ai une théorie, un avis sur la question, hein. Pour moi, ça vient du domaine métier de la société. Je prends exemple, Netflix, elle pourra pas. S'ils font du monolithique, ils sont morts. Parce qu'ils sont toujours en train de tester les nouvelles features qui marchent pas. Donc, il faut activer des features, désactiver des features pour voir le feedback du client et évoluer. Et il faut une bonne culture d'avance derrière pour que ça suive les microservices, hein. Donc, microservices, ça dépend ce que tu fais, hein. Si tu avec une clientèle où il y a beaucoup de concurrence et ça évolue beaucoup, donc tu as besoin de tester des features, là, il faut partir sur des microservices, containerisation et tout. Par contre, s'il n'y a pas ces contraintes, comme tu dis, il y a une société qui a, je sais pas moi, il n'y a pas besoin d'évoluer ou une application monolithique fait l'affaire, là, ça tient la route. Pour moi, ça vient du client. C'est mon avis après, hein. Du coup, j'entends l'aspect tester, avoir le droit à l'échec pour pouvoir identifier quel service serait le plus à même d'être utilisé. Mais derrière, après, il faut quand même passer en prod. Et là, c'est plus Mais par contre, on n'est plus sur la phase de test, quoi. ouais, j'ai oublié de préciser, c'est plus un choix en fait. Quand tu as une clientèle comme ça, tu es obligé d'investir dans ce monde-là. Parce que si tu veux du monolithique et tu veux tester des features, tu seras pas en fait au niveau de ta concurrence. Donc c'est même pas un choix. Après, c'est là la différence entre start-up, des petites entreprises, grands groupes. Et moi, je le vois comme ça. Après, bien sûr. Je suis plutôt d'accord.
complètement raison. Ça, c'est pas une solution pour tout le monde. Installe au fait. Hein. Désolé, Gabriel. Mais là, pour moi, l'un des aspects, l'une des plus-values les plus grandes, c'est la même unité de travail entre le développement, le testing et l'environnement de prod. C'est ça qui est très intéressant avec les conteneurs. Mais cette flexibilité qu'elle mène, elle ne vient pas pour tout le monde. Mais on est d'accord qu'à un moment donné, la pression du marché est tellement forte que chez les grands groupes, pour les sujets critiques, ça, c'est un passage obligatoire. C'est ça. Et tu as aussi ceux qui suivent la tendance. Regarde, lui, il fait ça, alors Ouais. ça doit être bien, on fait pareil. Ah bah non, non, non. Oui, là on est d'accord. Oui, oui, ça c'est une erreur. On est d'accord. Faire AKS pour faire de l'AKS, non, non. Enfin, même pour le mouvement DevOps dont vous parliez tout à l'heure, hein, à l'origine, c'est un mouvement en réaction, hein, le mouvement DevOps. Ça a été repris par le management et ça a été poussé après par du management. Or, c'est un système qui vient d'en bas, en fait. C'est pas un système qui vient d'en haut. C'est Et devenu donc un poste. aujourd'hui, on vient, voilà, c'est même un poste. Et puis, on a des incohérences comme on a chez notre client aujourd'hui, où tu as du change management en même temps que tu fais de l'agile, en même temps que tu fais du DevOps. Donc, si la culture, le mindset, il n'est pas bien branché là-haut, puis la technique, ça peut faire peur. Hein. On peut imaginer côté management qu'il y a une perte de contrôle. Hein. Parce que quand tu fais du DevOps, tu fais de l'interopérable, donc tu as la croisée des périmètres. Donc, du coup, tu poses des questions pour tout ce qui est responsabilité derrière. Il y a une crainte aussi à un moment donné, donc il y a besoin de recadrer. Donc, on se retrouve avec du DevOps bizarre parfois. C'est vrai. C'est vrai, la culture d'avance, elle remet en cause beaucoup de choses, hein, pas mal de postes même. Hein. Par exemple, le gars qui signait des PV de recette pour déployer où il faut l'informer de 3 semaines avant de mettre en prod, t'adoptes une culture d'avance, tout ça, ça va pas exister. Hein. Toujours l'exemple de notre équipe, là, c'est leur dev qui déploie là, quand ils veulent. Hein. Ils mettent en prod quand ils veulent et ils testent en prod. T'appliques ce modèle avec un groupe où il n'y a pas cette culture DevOps, enfin, c'est absurde. Après, après, tu as d'autres. Regarde, chez le client actuel, là, on a un collègue qui travaillait sur la vérification de failles de sécurité. Enfin, en tout cas, est-ce que les règles de sécurité sont bien appliquées et qui a commencé à automatiser tout ça. Ça peut être la même personne qui était en charge de faire une action qui est du coup était entre guillemets en silo avec un avant un après, mais qui peut être aussi en charge de se dire bah tiens du jour au lendemain effectivement on va automatiser et je fais partie de ce bateau-là. On a tendance à se dire dès qu'il y a du progrès c'est une ligne des postes, mais les personnes qui étaient c'est pas forcément donné à tout le monde, mais la personne en elle-même peut évoluer et travailler sur automatiser ce qu'elle faisait. Quoi. Je partage. Et... Moi, je vois pas si tu partages ton. Je vois rien. Non, mais je partage ton idée. Ton avis. C'est déjà pas mal. Non. Non, j'ai rien à partager. Pourquoi? C'est parce que je ne veux pas focaliser l'attention sur quoi que ce soit. C'est que on est tant de personnes et l'idée c'est que comme une tournante à un ping-pong, je précise, tournante à un ping-pong, chacun tape la balle à son tour et intervient quand il le souhaite, quoi. Ok, du coup, je sais pas si enfin, je pense que vous êtes au courant, mais dans un mois est prévu le nouvel Ignite. Donc, il risque encore d'y avoir de nombreuses annonces qui vont changer pas mal de choses chez Microsoft et notamment sur la partie Azure. Et on va encore devoir se mettre à jour, à mon avis, sur de nombreux services parce que il y a des annonces pour de nouveaux services, mais aussi pas mal de mises à jour sur les services existants. Et ça, d'ailleurs, une question. Aujourd'hui, donc ça s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, comment vous réalisez votre veille techno? Quel temps vous y consacrez, par exemple, par semaine, par jour, ça me paraît un peu plus compliqué, mais par semaine. Quelle est votre organisation là, sur la veille techno, par exemple? Pour moi, c'est 30 minutes tous les débuts de semaine, lundi.
Ok. Je fais le tour des différents blogs, des différents sites, des annonces et certainement de Azure News and Update de Grouna pour voilà, pour voir un peu les nouvelles sorties, les nouveautés sur Azure et sur toutes les technos aussi, hein, Terraform, tout ça. Je vais faire un tour sur les blogs de la communauté pour voir qu'est-ce qu'il y a de new, des nouveaux articles. On les balaye rapidement et puis pour se tenir informé. Voilà. Ok. Christian, toi, comment tu gères cette partie-là? Ben, moi, alors 30 minutes, ça me paraît très peu. Je fais au moins 1 heure par jour facile. Et pareil, je suis beaucoup sur LinkedIn, donc je suis pas mal de personnes qui relaient des informations. Ça me fait partir sur des blogs, sur des nouvelles technos, des retours d'expérience. J'ai aussi des gens que je suis sur YouTube comme Brett Fisher ou Victor Forsic, voilà, qui publient régulièrement des vidéos. Je vais aussi sur Medium, c'est des fois des articles intéressants. Et puis, quelques fois dans l'année, je vais à des conférences DevOps, là, sur le DevOps, pour aussi participer à des sessions pour avoir des retours d'expérience, où on présente aussi des technos qui me sont peut-être un peu moins familières et voilà, pour essayer de maintenir justement le, le train qui est en marche. Mhm. C'est comme ça que je fais actuellement. Et c'est un rythme que tu arrives plus ou moins à tenir, 1 heure par jour? Là, actuellement, oui. Ouais. Actuellement, oui, ça va. Parce que là, là, j'ai quitté un poste, donc ça va plutôt facilement, on va dire. Ok. Donc, après, bon, c'est vrai que c'est une passion aussi, donc je garde aussi le soir, le week-end, ce genre de choses. Effectivement, en tout cas, c'est quelque chose qui nécessite un temps considérable. Ah, c'est sûr, hein. Moi, perso, j'essaie de matcher, par exemple, le besoin de client. C'est là où j'essaie de faire Cœur. le maximum de nouvelles choses pour le client. Ça me permet de mettre à jour. Mais des fois, il y a des choses qu'on peut pas faire chez un client. Et là où j'échange beaucoup avec des potes, Mhm. je participe à des événements comme celui-ci, par exemple, hein. Après, je vais pas vous dire que j'ai 1 heure par jour, une demi-heure, non. Des fois, une semaine, je fais rien, hein, je vous mens pas. Par contre, des fois, ça tombe, un mois, je passe même 5 heures des soirées et tout, hein. Moi, je suis un peu Mhm. comme ça. Des fois, j'arrête tout, mais hop, je reprends d'un seul coup. Ah ouais, non, Et moi, je pratique beaucoup, hein, parce que je suis en train de monter des formations. Ça m'aide beaucoup, hein. Quand on forme, on se auto-forme aussi, hein. ouais, Voilà, hein, c'est tout, hein. Moi, c'est ça ce que je fais. exactement. Je connais quelqu'un au sein de l'Assemblée là, qui faisait des formations et qui me disait il y a encore pas si longtemps que former des gens, ça nécessite forcément de maîtriser Ah, mais c'est clair. ce que tu vas dire, mais aussi d'être à jour, sur les dernières annonces, quoi. Et tu peux pas en fait t'engager sur quelque chose qui soit est incorrect, soit qui C'est ça, est plus exactement. valable. Et en plus, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de chamanisme. Je sais pas si vous voyez. Il y a des trucs, je sais que ça marche, mais je sais pas comment. Mais quand tu formes les gens, ah bah là, tu te dis, il faut que je comprenne derrière, hein. C'est comme le chaman, il mange une petite herbe, il a mal. Après, il mange une herbe, il sait pas pourquoi, il a plus mal. Et il sait que cette herbe, elle est bonne, mais il sait pas comment ça marche. Et en formant des gens, voilà, ça permet d'aller dans le deep mais bon, Pas je sais pas sympa si... pour les chamans, ça. Hein. Non, c'est pour dire que, allez, il y a des trucs que je fais, mais je sais pas comment ça marche derrière. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, hein. Je connais pas tous les Je trucs. sais pas s'il y a un chaman parmi nous. Ouais, mais c'est une expression. On va pas s'attarder sur ça. Non, c'est vrai que il faut être au top et encore, comme on le disait, dans notre métier qui évolue beaucoup, il faut être au taquet en permanence. Oui, oui, surtout le cloud, ça évolue chaque jour, hein. Ah. Faut toujours être up-to-date, hein. Mais pour moi, C'est si on ça. n'a pas un client qui est dans une démarche où enfin, Ouais, il je reviens. progresse,
c'est différent. Enfin, c'est compliqué hein, d'évoluer Ouais, techniquement. il y a la pression du marché, et puis il y a C'est ça. comment le client intègre le marché et comment du coup ça se concrétise dans ses besoins, effectivement. On n'est pas tous Voilà. non plus obligés de tous courir tous les jours. On est Bien bien sûr. d'accord. On va pas se mentir, hein, se former, tu lis un article ou ok, tu sais ce qui se passe derrière, mais quand tu pratiques les choses, tu vas dans le deep où tu as toutes les problématiques ou les blocages, c'est là où on devient bon. L'article, ça, c'est une culture G, hein, mais bon. C'est sûr que rien ne vaut la C'est bon pratique. pour les chamans. Ouais, faut arrêter, hein. Non, mais t'as raison, je te rejoins complètement. Un article sur une nouveauté technique, etc., ça ne vaut pas l'expérience, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Ok, Et toi, ok. Arnaud, tu fais comment? Tiens, je te repose la Moi, question. comment je fais? Bah, alors, En écrivant sur grand, on a c'est ça, c'est ça. Moi, en fait, il y a quelques mois, j'ai commencé. En fait, je me suis rendu compte que je ne faisais absolument plus aucune veille parce que j'étais tellement pris dans le boulot quotidien que je mettais tout à côté et que je me suis dit, bah, écoute, c'est effectivement, je fais le taf au quotidien, mais je suis un peu largué de ce qui se passe à côté. Et du coup, j'avais fait un petit Azure Logic Apps en fait qui me permettait de recevoir toutes les annonces qui étaient publiées sur le site de Microsoft. Je le recevais dans ma boîte aux lettres et je les mettais de côté pour les lire. Évidemment, je les lisais pas. Je les recevais, c'était déjà pas mal. Et je me suis dit, écoute, c'est bien de les recevoir, mais aujourd'hui, ça sert à pas grand-chose si ce n'est polluer ma boîte, C'est ça. pardon. Et du coup, je me suis lancé dans un petit défi, c'est que je suis toutes les semaines. Alors, je parle que pour la veille sur Azure là. Je me suis lancé toutes les semaines en fait un petit défi où chaque semaine je passe en revue l'ensemble des annonces, des nouveautés, des décommissions, des mises à jour qui se passent sur le site de Microsoft et j'en fais une petite vidéo. Alors, au-delà du fait de faire une vidéo, c'est que, c'est comme on l'expliquait tout à l'heure, ça m'apporte déjà à moi. Ça me permet à moi d'être à jour et de savoir ce qui est sorti et potentiellement chez mon client de lui dire tiens écoute voilà ce qui est sorti, on l'attendait ou je sais pas par exemple le jour où ACA est sorti, tiens on utilise AKS aujourd'hui, on pourrait peut-être envisager de faire de l'ACA. Donc derrière, tu fais un POC, tu vois comment ça réagit et tout et tout. Et en tout cas, c'est au travers de ces petites vidéos que je fais chaque semaine qui me permettent de me tenir à jour sur LinkedIn, sur Azure, pardon. Voilà. Et pour être très honnête, je fais assez peu d'autres. Je concentre aujourd'hui ma veille techno sur Azure. Pourquoi? C'est parce que j'ai simplement pas le temps de faire plus. Donc je focus uniquement sur mon besoin d'aujourd'hui. Et même Mais, toi, ouais, vas-y. non, je voulais dire juste, même Azure, c'est vaste. Il y a tout ce qui est IaaS, il y a tout ce qui passe, il y a partie network, il y a partie Exactement. Ouais, justement, j'allais containerisation. poser une question par rapport à ça. C'est Mhm. par rapport à ta veille, Arnaud, en faisant ces vidéos et en voyant toutes les revues sur Azure, ça te prend combien de temps par semaine, ça? À peu près. Sur une semaine, on va dire plutôt standard. Alors une semaine standard, on va dire, il y a peut-être une vingtaine d'annonces sur la semaine. Entre la collection des infos, l'analyse des infos, la rédaction du petit, parce que je m'appuie sur un slide pour faire ça, plus la vidéo, 4-5 heures. 4-5 heures peut-être, ça revient à peu près à ce que disait Christian tout à l'heure, à 1 heure par jour, sachant que ça peut être beaucoup plus quand tu as des gros events. Je me souviens, c'est l'année dernière lors je sais plus si c'est le MS Build ou l'Ignite, je crois que c'est le MS Build où il y a eu 90 annonces. 90 annonces et il a fallu que je fasse La vidéo. je parcours l'ensemble et là ça m'avait pris
un temps monstrueux, quoi. Un temps monstrueux. Mais ça permet en tout cas d'être à jour. Oui, Ça tout à fait. me prend un peu de temps. Et, Mais bon. et ça te force aussi à le faire. Et ça me Pour force à nous. le faire. Exactement. Exactement. Alors, pour être très honnête, aujourd'hui, on peut pas dire que j'ai 12 milliards de vues sur ces vidéos, mais c'est pas grave. Le but, c'est que je le fais pour moi. Je prends 1 heure de plus. Ça permet de le mettre sur YouTube et puis le regarde qui veut, quoi. En tout cas, Partager merci aussi. Arnaud. Surtout le partage, tout à fait. Ouais, merci pour le partage et puis j'irai voir tes vidéos. Ouais, vraiment, merci. De rien, merci. Merci de me Bravo, remercier. bravo surtout. Merci. Non, mais en tout cas, c'est avant tout. Ouais, c'est avant tout pour moi, mais comme je l'explique, une fois que moi j'ai fait mon taf, derrière, allez, j'ai peut-être un quart d'heure. Il me reste à peu près une demi-heure entre le moment où je fais le slide et le moment où je fais la vidéo. Donc je rajoute, allez, sur les 5 heures, je rajoute 5 heures ou plus ou moins, mais je rajoute une demi-heure dessus pour le mettre à disposition. Donc c'est pas le temps que ça prend. Ça me prendrait le double du temps, peut-être que je le ferais pas. Non, mais c'est assez top parce que finalement, en fait, ça permet aux personnes qui regardent de gagner en fait en temps et de faire un peu une review plus avancée des différents sujets de veille sur les potentielles nouveautés sur Azure. C'est vraiment top. Ouais, et encore une fois, il y a sur 30 annonces, il y en a peut-être que 4 qui m'intéressent à moi. Sauf que si je les mets pas toutes en avant, le gars qui va regarder la vidéo va dire écoute, il parle des trucs qui l'intéressent lui et ça m'intéresse pas. Du coup, ça m'oblige à chercher parce qu'il y a des sujets sur l'IoT, sur sur l'analytics, la data, où c'est pas forcément mes domaines de prédilection, mais je suis obligé de rechercher et de m'informer pour pouvoir expliquer à quoi correspond le nouveau service ou la mise à jour qui a été faite, quoi. Et donc c'est ça qui peut prendre un peu de temps parfois. J'ai une question pour vous en fait. C'est quoi passer une bonne journée voilà, au coup de fin par semaine. Comment vous définirez une bonne journée de boulot pour vous sur ce que vous avez à faire ou en général quand vous travaillez? Alors, tu parles sur l'organisation ou sur le déroulement ou... Plutôt, surtout en fait sur l'organisation, sur le déroulement. À la fin de la journée, quand est-ce que vous vous disiez que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes content de vous, quoi, ce que je vais dire. Il y a une question ouverte. Très bonne après. question. Bonne question. Il n'y a pas besoin de passer plus de temps qu'une journée de travail pour faire ce qu'on a à faire. C'est une bonne journée. Effectivement, c'est déjà pas mal. Tout tient dans ton slot. Non, mais c'est une question que je pose comme ça parce que finalement, des fois, personnellement, hein, quand je finis ma journée et tout, je me dis, des fois, je suis content de moi parce que voilà, j'ai fait des choses que je pensais qu'ils ne marcheraient pas. Et du coup, là, ça me... Non, ça a coupé. Pardon, j'ai eu une petite interruption. Et du coup, je me dis, il y a des journées qui sont où je suis plus content de moi que d'autres. Donc, je pose la question si vous aussi, ça vous arrive. Ah ouais, c'est tout à fait normal, hein. Il y a des journées où tu te dis, j'ai rien fait, voilà, c'est normal, oui. Il y a des journées où on apprend beaucoup de choses. T'as rien fait et pourtant t'as une liste comme ça de choses à faire. T'es pigué à droite à gauche et du coup t'avances pas. Ouais, t'es bloqué, t'es à la fin de journée, ça impacte le moral, hein, et pourtant t'as fait de ton mieux. Après, il y a des journées où, moi perso, quand je fais des choses compliquées, des trucs que je voulais apprendre et ça prend des jours où ça marche pas, après ça marche. Je sais pas, t'es bien, t'es content. Et puis, il faut 20 minutes de rigolade par jour, déjà. Ça, c'est important, ça. Il faut les 20 minutes. Ah, moi, j'aurais dit, il faut 20 minutes de boulot. Ouais. Mais bon, on est sur le 80-20, quoi. Non, mais là, il y a l'équipe. Franchement, pour moi, l'équipe, c'est très important. Hein. Parce
que dans une équipe, on rigole pas, où il y a, enfin, voilà, enfin, moi j'ai du mal en tout cas. J'ai toujours Ah pensé ouais, dans une équipe, on se marre, mais on bosse sérieusement. Je pense que c'est important. Ouais. La team, c'est ouais, important. c'est clair. C'est clair. Et Ok. justement, Je sais pas est-ce que vous m'entendez, Ouais, mais oui, pour Brahim. moi, une journée réussite pour moi, personnellement, c'est une journée équilibrée entre les réunions et les tâches faites. Ah oui, Ok. Si c'est une réunion, juste une journée de réunion, pour moi, c'est pas réussi. ouais. Il faut savoir équilibrer. Même si parfois c'est trop difficile. On se retrouve le soir à faire des tâches pour être concentré à 100%. C'est vrai. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un des inconvénients de notre travail, c'est qu'on peut être amené parfois à passer plus de temps qu'on ne le souhaiterait en réunion. Et d'ailleurs, elles sont pas forcément toutes constructives, ces réunions. Ouais, c'est clair. Bah ouais, parce que du coup, on n'est peut-être pas tous forcément focus dans ces réunions, on C'est avance ça. en même temps sur d'autres choses. Voilà. C'est un cercle vicieux. Hein. Ah, tu fais répéter les gens, oui, désolé, j'ai pas entendu. Après, il y a des gens qui ont des handicaps, mais il faut pas rigoler avec ça. Non, c'est sûr. Je me souviens d'une image où c'est un truc pour déconner. J'avais vu ça où les mecs, alors je sais pas si c'est vrai ou c'est juste une connerie, mais ils faisaient des réunions en gainage. Je peux te dire qu'elles duraient beaucoup moins longtemps, hein. En mode gainage abdos, je peux te dire que tu passes pas une heure, quoi. C'est clair. Ok, bah merci de vos retours. Ça marche. De rien. De rien. Ouais, c'est un grand plaisir. Hein. Une petite question comme ça au passage. Est-ce que certains d'entre vous ont en tête de passer des certifications? Azure ou autre, hein. Oui, moi, Ah oui. la Z104. Ok. Ouais, J'ai passé la Pareil, Z900, je passe pareil, à la S104. Et puis après, peut-être la orientée sécurité avec la Z500, ou je sais pas, mais j'ai prévu un process de certification sur Azure. pareil, moi aussi, courant septembre, je compte passer la 104 parce que j'ai eu la 900 récemment. Et justement, j'allais poser une question de si il y en a qui connaissent parce que j'ai un peu regardé les formations qu'il y a sur Internet avec la 104. J'ai pas encore trouvé de bonnes formations. Il y a peut-être celles d'Udemy qui sont en anglais, je crois qu'ils sont pas mal, mais après, s'il y en a qui savent, ça peut Il y toujours a, il y servir. a, il y a, il y a sur Alform, la plateforme Alform, moi j'ai une Oui. formation AZ104, donc c'est moi Ah, qui ai d'accord, produit c'est cette toi qui formation. l'as. Oui, D'accord. vous allez Ok, le ouais, je trouver l'ai en fait, vu. oui, c'est Ah, bien. Imad Dakir. Et il y a aussi la AZ500, aussi si tu es intéressé par Ouais. la Alform comme sécurité. ça? Ouais, je Alform, connais. Bah, je l'ai vu c'est cette en formation. français. Je pense Udemy, c'est généralement en anglais, Ouais. mais Alform, c'est presque toutes les Ouais. formations en français. Moi, je Ouais. passe mes formations en anglais, alors sauf la dernière, parce que ma société m'a offert une semaine chez Eni pour préparer la Z104. Mais c'est vrai qu'en général, je préfère passer les certifications en anglais à cause des termes techniques, quoi. Ouais, Exactement. c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Surtout que le jour de moi, l'examen de la 900, j'avais mis en français l'examen. Après, il y a une touche pour le changer en anglais. Et je me suis retrouvé bête parce que pendant l'examen, il y avait des bugs et les menus déroulants, ils s'affichaient même pas ou les mots, ils étaient buggés. Et du coup, Ouais, c'est mieux de c'était un passer peu en chaud. anglais, Mais hein. ouais, c'est mieux de tout passer en anglais dès le début, en fait. Ouais. Moi, je sais que personnellement, quand j'arrive sur Portail Azure en français, je suis complètement perdu. C'est un truc de dingue. C'est vrai. Tiens. Ah, si- Non, non, si- Oui, pardon. Vas-y. non, j'avais juste une petite question. C'est quoi le mieux? C'est de pratiquer après faire l'assertif ou faire l'assertif après pratiquer? Je donne un Une exemple. question que j'allais poser à Emma. Philosophie. Et je vais Comment répondre personnellement, je l'ai raté, j'ai passé la Z305, je l'ai raté 2 fois. Bah C'est oui. la 3e fois que je l'ai eu. Mais ce que j'ai compris, personnellement, moi, mon truc, c'est que vaut bien, en fait, être pratiquant, en fait, du fait, Exactement. et Ouais. après, partir sur la certification. Mais d'accord, parce que moi je l'ai fait à chaque fois, ça passe rapidement. Quand tu pratiques, si tu veux certifier ton expertise, ça passe mieux que passer Ouais, l'assertif après rentrer dans l'expertise. Je pense que ouais, Complètement. ouais, c'est vrai. c'est plus facile en fait.
Après, voilà, expertise, un peu de dump et ça passe. Hein. Hmm. Bah, l'assertif est censé tamponner ton expertise. Donc, tu es censé avoir Exactement. un petit background. Ouais, ouais, ouais. Et je prends la 104 ou la Mm. 305. C'est sûr que si tu n'as jamais fait d'Azure et que tu arrives là-dessus, bon, Compliqué. je dis pas que tu peux pas l'avoir, hein, mais Oui, bien va sûr. falloir t'accrocher un peu, quoi. Moi, j'ai été sur la plateforme, j'oublie son nom, c'est pas Udemy, sur Hellside, pardon. Je me suis dit, allez, je vais faire certif architecte. J'ai suivi toutes les vidéos. Ça date, hein. J'étais dev à l'époque. Ah, j'étais perdu. Honnêtement, j'étais perdu. Ouais, bah, Après, j'ai arrêté, j'ai tout oublié. Mais quand j'ai commencé vraiment à mettre les mains dedans, c'est là où c'était plus facile, on va dire. c'est sûr que c'est pas parce que tu sais déployer une VM que tu es à même de passer la certif 104, voire la Non, 305. non, non, c'est sûr. Non, non. C'est sûr qu'il faut un peu de pratique. Donc, et Jafar et Christian, pratiquer, ça, C'est ça. Je il pense n'y a que que c'est ça, mieux y a avoir que ça de un vrai. tampon. Ouais, comme tu as dit, un tampon de l'expertise plutôt que. Ça sera plus facile. Il n'y a même pas besoin de formation pour moi. Après. C'est ça. Bah, c'est exactement. Celui qui pratique au quotidien, bon, c'est sûr, après, tu vois pas forcément tous les cas d'usage, Ouais, c'est mais sûr. celui qui pratique au quotidien, normalement, il devrait être pas trop mal dans le, dans la certif. Après, tu as toujours des trucs, je pense à la 104, là, il me semble que tu as sur la partie Azure AD, des trucs comme ça, c'est sûr que tu vas pas tous les jours sur Azure AD, donc Après, c'est vrai que c'est décourageant. Tu vois des mecs surcertifiés, tu comprends pas, tu te dis. J'ai deux, trois certifs, il y a des gens qui ont, je sais pas, une vingtaine, hein, moi j'en ai vu. Hein. ouais. Et je me dis, mais quand est-ce qu'ils bossent, Ils ces comprennent mecs? pas. Moi j'ai du mal à voir ça. Après, je suis admiratif. Hein. D'ailleurs, moi, je vais devoir y aller. J'ai du boulot. Oui. J'ai Les fait gars, j'ai une réunion. Non, ça arrive. Ah, J'ai une réunion. Merci à tous. Ouais, merci à tous. Merci. Écoutez, Merci moi, tout le moi, monde. j'ai bien apprécié. Peut-être que je referai un. Alors, je sais pas. Peut-être dans un mois, je sais pas. On verra. Ouais, ça serait bien, peut-être après le Init pour en parler, peut-être Très bien. Ouais, pour en bah écoute, discuter. Ouais. t'as raison. C'est le 12, 13 ou le 14, je sais plus. Donc, effectivement, on se prévoit ça à ce moment-là. Ok, Salut, super. Christian. ah bah, Cool. avec grand plaisir. Merci Ça marche. beaucoup. Merci Merci beaucoup. Merci à vous. vous. Merci à vous Merci à tous. tous. Merci. Bonne Bon journée. travail, bon Ciao, courage ciao. et à bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bientôt. Ciao. Plus. Au revoir.